Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, comme Tu es belle, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime, ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête, et je vous jure, ça vaut le détour. Pour ce nouvel épisode, je vous laisse découvrir une actrice que vous connaissez beaucoup sans forcément la connaître. Moi, je l'aime de plus en plus, et de mieux en mieux, j'espère. C'est notre Sophie Marceau nationale. C'est mon actrice fétiche, j'ai tourné déjà 3 films avec elle, probablement un 4e bientôt. LOL, Une rencontre et I Love America. Au fur et à mesure des années, c'est devenu mon amie. Elle a tant de choses à dire et je suis si heureuse de pouvoir vous faire partager ce petit moment de conversation intime entre nous deux. Non mais il fait 40 degrés aujourd'hui, c'est incroyable. Donc manger de la pastèque quand il fait chaud, c'est marrant, c'est vraiment un truc qui me rappelle mon père. Quand je vois une pastèque, je pense à mon père. Bah ouais. Il y a beaucoup de trucs où je pense à mon père en fait. Je sais pas si ça te fait ça aussi. Tout le temps. C'est vrai ? Ouais, mon père, ma mère. Quand je leur ressemble, quand soudain je trouve que je ressemble, je parle, je fais comme, tu vois, je me dis, oh putain là c'est mon père, oh putain là c'est ma mère. Et ça te fait... C'est une bonne nouvelle ou c'est pas une Ouais, bonne... je le prends, je l'accepte. Ouais, bah ouais. Je l'accepte parce que je suis faite de ça. C'est notre terre, c'est là-dedans qu'on a poussé. Dans le père et la mère, ça fait la terre. Ça fait la terre. Ça fait les racines. Cette bonne vieille terre. Moi, j'aime bien la terre. Je suis une terrienne. Toi, et trop. Je suis terrienne et comment on dit, aquatique aussi, parce que j'ai beaucoup d'eau. Bah, dans mes on est toutes les deux scorpions. Scorpion, et puis j'ai des vierges, en veux-tu, en voilà. Mais c'est pas... C'est air, vierge. Non, c'est terre. C'est terre. Oh là 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 là, c'est le plancher des vaches, hein, je peux te dire. C'est vrai ? Ouais. Moi, j'ai pas d'air et j'ai pas de feu. C'est affreux. Les acteurs, ils ont de l'air et du feu, parce que c'est explosif, c'est passionné, c'est aérien, c'est imaginatif, ils aiment prendre la parole, ils aiment se montrer, ils aiment... Tout à fait moi. Enfin bon, ma carrière m'a amené vers ça, mais c'est étonnant quand même. Ça veut dire que tu as presque lutté contre ce que tu étais pour... Ouais, tout le temps. C'est arrivé trop vite, ou bon, c'est arrivé au bon moment. Je cherchais un job, j'ai trouvé, mais je savais pas que ça m'engageait pour toute la vie. Le CDI. Attendez, laissez-moi le temps de me présenter. Et de grandir. Mais c'est le carrefour des choses, tu vois, c'est comme ça. Tu sens que c'est à partir de quel moment que tu t'es dit, bah en fait, c'est ok, c'est bien ma place? Bah, pas encore tout à fait, la vérité. Même pas aujourd'hui? Non, un petit peu. Est-ce qu'il y a eu genre un film où tu t'es dit... Mais ça m'intéresse pas d'avoir trouvé ma place. Une fois que t'es à ta place, bon, bah, quoi, tu fais quoi? Après, il faut se trouver soi, je crois que c'est l'histoire d'une vie, un peu... Moi, j'ai été un peu divisée en... La fiction a rejoint la réalité, j'étais pas encore finie complètement, mes rôles font partie de moi je fais partie de mes rôles, il y a une espèce de mélange un peu au premier degré, quoi, tu vois, j'ai pas pris ce métier avec du recul et tout ça, mais c'est comme ça que je me suis développée, c'est comme ça que j'ai compris les choses, c'est comme ça finalement que... j'ai réussi à m'ancrer aussi parce que... Oui, c'était un peu comme si les rôles parfois étaient comme un thérapeute te disait de faire des choses qui n'étaient pas déjà toi. Ouais. C'est quoi, à ton avis, les 2-3 rôles qui t'ont appris, enfin, où tu t'es dit, ah tiens, je pourrais aussi être cette personne-là, ou tiens, je pourrais penser comme ça ou... Ah bah ça j'ai pas de problème. Moi je peux penser comme une chaise, je la vois, soudain tu vois, j'ai une espèce d'empathie. Non mais c'est vrai, j'ai pas de problème à m'identifier avec quelqu'un d'autre, avec une autre vie, avec donc ça se fait assez naturellement, j'ai envie de dire. Est-ce que ça m'a fait comprendre des choses? Oui, c'est comme quand tu lis un bon livre, c'est comme quand tu vois ton jardin pousser, tu apprends des choses, tu vois que ça bouge, que ça évolue. Oui, ces rôles m'ont certainement appris des choses. Je m'en rappelle, j'avais lu une interview de toi où tu disais, en fait, quand je plante quelque chose dans la terre, quand je plante une fleur ou je m'occupe de mon jardin, je m'occupe de la terre. Et je me disais, mais elle a tellement raison, en fait, ne serait-ce que planter une fleur là où il n'y en avait pas, c'est transformer le monde. Moi, j'ai planté des arbres. Oh. Et ça, c'est extraordinaire. Ils sont où? Ils sont dans ma campagne. On n'avait rien, ils étaient même pas plus grands que les mauvaises herbes, tu vois. Ouais. C'était vrai, je me suis dit, jamais je verrai rien. Aujourd'hui, ils font 20 mètres de haut, j'ai une petite forêt, c'est extraordinaire. Et j'adore cette forêt parce que elle est vivante. Chaque fois que j'y vais, elle change, elle bouge, elle avance, elle grossit, elle grandit. Alors parfois, wow, ouais, c'est trop là, faut un peu, tu vois. Et c'est fantastique parce que c'est aussi faire apparaître les choses, leur donner une forme, une vie, les observer, les regarder.
Et franchement, dans ces moments-là, moi, je suis bien, quoi. Je suis connectée à cette terre, ouais. Tu vois, je suis terrienne, j'y peux Mais rien, ouais, c'est mais terrible. moi, c'est quelque chose que j'envie énormément parce que j'arrive Plante un pas. arbre. Mais je sais pas. Et si, tu sais, tu fais un trou, tu le mets, puis tu refermes. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Voilà, c'est Vous ça, vous mettez faites votre pain. Après, bon, tu sais quoi, tu m'aideras à planter un arbre. allez, Quand j'aurai viens trouvé planter ma chez maison. moi, ou dans ta maison, c'est important de Mais j'ai planter pas des ma arbres. maison encore, là. J'ai pas L'habitation, encore ma maison. ça, c'est aussi une chose qui me passionne. Ouais. Parce que je pense vraiment que tu es ce que tu habites. Quand on va chez les gens, c'est eux, c'est leur façon de vivre, c'est leur. Mon premier argent, je l'ai dépensé pour ça, par exemple. Tu t'es acheté un appart, un toit. Un toit. C'est pour moi important. Ouais, toi pour moi. Et d'ailleurs, j'ai très vite été en couple. Tout ça est très très lié certainement. Le toit, d'avoir un endroit où aller se réfugier, un endroit où rentrer chez soi, un endroit où retourner. Quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais. Et de voir des gens dans la rue, ça me fait une peine terrible, parce qu'ils ont nulle part où retourner chez eux. En dehors de la pluie, du toit qui te protège, mais c'est surtout ça, quoi, de pas avoir de... C'est drôle parce que quand j'avais pas la semaine où j'avais pas les enfants, quand je devais rentrer chez moi, je disais je rentre au tombeau. Pour moi, rentrer chez moi, c'était aller au tombeau. C'était aller mourir. Si t'es pas heureux chez toi, ouais. Non. Ça peut être Pour horrible. moi, c'est aller dans la maison, être enfermé dans la maison. Ouais, je comprends. Et c'est drôle parce que toi, souvent, t'as la sensation d'être enfermé quand moi, je me sens libre et vice-versa. Alors, ça m'est arrivé aussi, c'est une de mes scènes d'ailleurs dans Parlez-moi d'amour. Ouais. C'était ton premier film. C'était mon premier film de réalisatrice. De réalisatrice, ouais. Et j'avais Nilsa Restrup et Judith Godrèche. Et c'était tout le début du tournage. Et effectivement, il y avait un plan où elle venait de raccompagner ses enfants à l'école et elle retournait chez elle. Et je voulais sentir le poids, le j'ai pas envie, le mais non, c'est lourd. Je voulais vraiment sentir. Et puis je la voyais marcher comme ça. Ma Judith, elle était au téléphone. Elle n'était pas du tout concentrée. Elle rentrait comme si elle rentrait d'une petite balade champêtre. J'ai dit non, s'il te plaît, Judith, concentre-toi. Ouais, oh, ça va, je suis de dos et tout. J'ai dit non, mais là, même on n'a pas l'impression que tu as ton nounours là dans la main. Je sais pas, investi un peu. Et on s'est fâchés ce jour-là. C'est drôle. Parce qu'elle m'a dit, c'est drôle. J'ai dit, bon, ok, tu veux être mauvaise, et ben tu seras mauvaise. Non, mais on s'est fâchés. Et je me suis dit, mon film, il est foutu parce que c'est l'actrice principale du film. Pourquoi t'as pas voulu jouer dans ton film ? 2 heures après, elle est revenue, elle m'a dit ok, c'est bon. Et après, c'était top jusqu'à la fin. Ouais. Ah, c'est trop bien. Mais ce poids, ce truc, évidemment, le chez-soi, c'est... Moi, ça m'a mis beaucoup, beaucoup de temps pour me sentir chez moi. Et c'est en partant aux États-Unis que j'ai réussi à réhabiter toute seule et à me dire c'est chez moi et c'est important que j'ai un vrai chez moi. Tu as beaucoup bougé aussi. Bah oui. Puis déjà, tes parents sont de 2 nationalités, de 2 pays, de 2 cultures différentes. Tu as vécu au Maroc, tu as vécu à Paris, tu as vécu à New York, tu as vécu... Moi, mes enfants, ils ont fait un peu la même chose. Mais toi, tu as vécu en et Pologne. Ils peuvent vivre Ouais, mais j'ai pas vécu, j'ai pas payé mes impôts, j'ai pas... Ouais. Enfin, j'allais chercher l'eau à la source quand même, mais c'était encore un peu du communisme là-bas. Juste vous donner une petite idée, c'était à l'époque c'est du pas communisme. top quand même. Hein. Bah, c'était encore Moscou qui dirigeait. Jaruzelski, tout ça, oui, bien sûr. Ouais. Donc il y avait rien à bouffer dans les magasins, l'eau était pourrie, on ne pouvait pas prendre plus d'essence. Enfin bon, voilà, c'était écolo. Et tu te disais pas pourquoi je suis là ? Non, pas du tout. Non, moi je trouvais ça intéressant. Et puis c'était pas tellement loin de mon monde ouvrier d'où je venais moi. Alors c'était... nous, il y avait à manger dans les magasins et tout ça, mais me trouver dans une cité faite en béton... C'était dans quelle cité ? Moi j'étais en Seine-et-Marne, dans un endroit qui se trouve entre 2 endroits. Tu vois, qui n'a pas vraiment de nom, au bord de la Nationale. Voilà, perpendiculaire, comme ça, il y avait une carrière, la Nationale, et puis la maison qui était là. Puis après, on a bougé dans une autre banlieue plus près de Paris, vers Gentilly, au bord du périph'. Voilà, j'aimais bien le périph', la Nationale. Mais bon, c'était l'ailleurs quand même, c'était... Tu vas partir. Et Paris, c'était un rêve ou tu t'en foutais un peu ? Non, je m'en foutais. Moi, j'étais petite, hein, donc je me rendais pas compte. Je vivais là où ma famille était. Mais bon, mes parents, ils sont presque du centre-France, on va dire. Ils se sont retrouvés là, tu vois. J'appartiens au même truc. Eux aussi, ils étaient un peu... nomades. Nomades, c'est un pavillon en banlieue, quoi. Tu vois, un truc pas personnel. Voilà, ils avaient trouvé ça... je sais pas. Bon, écoute, c'était pas mal. On avait un petit jardin. Moi, j'étais contente dans mon jardin.
Je me rappelle mon premier souvenir de toi, c'était quand ma mère tournait Joyeuse Pâques. Je me suis retrouvée dans l'ascenseur avec toi dans l'hôtel à Nice où vous habitiez. Et j'étais toute impressionnée. Et je pense, de toute façon, tu es plus jeune que moi. Mais j'étais impressionnée comme si tu étais une grande adulte, quoi. Comme si moi, j'étais rien. Peut-être. Ouais, c'était trop... Ça m'avait... Enfin, tu sais, moi, j'ai pas de souvenir de ma vie, mais ça, je me rappelle vraiment de mon premier moment avec toi. Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Et l'autre chose Adulte, aussi, ouais. c'est le dernier livre que t'as écrit, que j'ai adoré, où tu m'as consacré un chapitre et j'étais tellement émue de voir que tu avais su me regarder. Moi, je pensais qu'il n'y avait que moi qui te regardais, parce que c'est toi la star, c'est moi qui suis derrière. C'est le meilleur poste pour observer, tu sais, quand t'es observé, en fait. En fait, moi, je pensais pas ça. C'est un peu notre métier aussi, nous, les acteurs. C'est qui quelqu'un, quoi. Et on le perçoit par sa couleur de la peau, par sa façon de bouger, de parler. Et on comprend beaucoup de choses. Le corps, il parle, mais de ouf, quoi. Ça, c'est une autre chose que tu m'as dit. Tu m'as dit, oh là là, refaire un film, reprendre ça dans le corps, parce qu'au final, c'est le corps qui prend. Ah, bah oui. Ça m'avait vachement marqué, ça aussi. Bah, regarde Louis de Funès, l'énergie qu'il dépensait pour... Juste pour un petit rire. Ouais, chaque prise, il y avait la même énergie. Il y avait ce truc, cette habitation du truc, quoi, qui demande une énergie. C'est comme si tu passais ta journée à avoir un fou rire, ou tu passais ta journée à t'énerver après tes enfants, mais t'es fatigué le soir. Bah, en fait, c'est ça, hein, de jouer. Donc ça passe par le corps, parce que c'est émotif. C'est émotif, c'est ça. La voix doit porter, le corps, il doit exprimer autant que les mots, quoi. Sinon plus, ouais. Parce que sans mots, on peut encore comprendre des choses. Et toi, tu as quel rapport avec ton corps? Tu ressens... Un rapport assez dur, dans le sens où... moi, je viens de parents costauds, durs. Il n'y avait pas de chochotte. En plus, petite, c'était... Oh, genre, les tu filles, tombes, on dit, oh, c'est pas grave. Ouais, voilà, bam, allez, c'est bon. Oh, bah, t'as pas à avoir peur, vas-y. Il y avait pas... On n'épargnait pas le corps. Et même si on mettait le corps en danger, c'était une façon de comprendre qu'on était vraiment impliqué, qu'on faisait son travail bien. Voilà, on prenait pas soin... on n'était pas douillet, ni à... Voilà, on est assez demandant quand même. Ouais. Et puis alors ça, c'est mon premier rapport. Et puis après, le cinéma, alors c'est devenu un corps de femme, un corps avec des formes, un corps qui soudain t'es devenue femme à quel âge? Quelque chose de plus sexualisé, on va dire. Est-ce que tu as le souvenir du premier moment où tu t'es dit, tiens, on me regarde plus comme une petite fille? Et est-ce que ça t'a marqué? C'est pas des bons souvenirs, bizarrement. Bah non, c'est pas moi non plus, c'est un souvenir atroce. Fallait plutôt que je me cache, fallait plutôt que j'arrête d'être nature et voilà, de me mettre un short, un truc comme j'étais quand j'étais gamine, quoi. J'étais devenue comme toutes les petites jeunes filles qui deviennent voilà, un objet un peu sexuel, quoi. Ouais. Et au cinéma, bon, j'ai été protégée parce que la boum, c'était pas ça tout à fait, mais moi, mon image, enfin les photos, les trucs, c'était toujours sexualisé. Alors, tant que c'est des photos, tu t'amuses, tu vois. On découvre qu'on est belle, on découvre c'est joli, tu vois des super jolies photos, tu dis « Waouh, mais je pensais pas que je pouvais être aussi jolie et tout. » Tu vois, c'est hyper plaisant, on te maquille, etc. Bon, j'ai pas le sentiment, mais peut-être parce que j'ai pu l'exorciser. De toute façon, t'as rencontré ton mari très tôt, en fait. Oui, puis je l'ai jeune. exorcisé, ça, au cinéma, au théâtre, enfin au cinéma, en photo, faire des jolies photos, sexy, machin, je l'ai vécu, ça. Et ça te faisait pas peur? Enfin, c'était OK pour toi? Ouais, c'était OK pour moi, parce qu'après, j'avais pas l'impression que ça influait sur moi, ce que je suis. Moi, aujourd'hui, à 58 ans, là, 57, non, j'ai quel âge? 57, parce que 7, je vais avoir 8. Ouais. Moi, je vais avoir 9. Je me sens un peu comme quand j'avais 12-14 ans, quoi, dans le même corps, dans la même énergie, dans la même... Pareil, le même rapport à mon corps. J'ai à peu près le même. Et femme-homme? Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à me sentir femme. Chaque fois que je m'habille en femme, je me dis, je me suis faite femme, comme si j'étais pas femme. Pour toi, c'est intégré, ça, ou c'est... Bah, tout dépend de la définition que tu donnes de la femme et de l'homme. Même moi, je sais pas. Mais... La définition de femme, si c'est comme au 19e siècle, non, la cocotte, l'ingénue ou la cocotte un peu... Non, mais par exemple, souvent, toi, tu t'habilles très bien pour des galas, des choses comme ça, etc. Ça m'amuse, toi, ça t'amuse, OK. C'est joli, c'est bien, je suis... T'aimes cette partie-là de toi? C'est un personnage, c'est approprié aussi, c'est cohérent avec ce que je fais à ce moment-là. Moi, je pense que les choses jolies sont des choses cohérentes. C'est très beau, ça. Si tu es dans la cohérence c'est harmonieux.
Ouais. Voilà. Mais effectivement, il y a des choses que tu ne me feras pas mettre à certaines occasions, parce que je ne trouverais pas ça cohérent et je serais mal à l'aise. Ce qui a été beaucoup dans les films des années 80, c'était beaucoup de scènes de sexe, on va dire, Ouais. pour profiter de toutes ces belles actrices, ta. Sauf que c'était pas cohérent. Ouais. Tu voyais que c'était vraiment la scène, allez, vas-y, on va se faire un peu de... Hein, on va se rincer l'œil, on va voir l'actrice à poil. Sauf que c'était pas cohérent, ni dans le sujet, ni dans le... Donc j'étais évidemment très mal à l'aise avec ça. J'étais pas à me dire, ouais, il n'y a pas de problème, moi je peux me foutre à poil, hop, on fait une petite scène de baisse, tout va bien. Bah non. Et j'ai vu dans des films, et j'ai aussi fait des scènes un peu plus hard, ce que je veux dire, un peu plus dévoilées. Mais c'était cohérent. Il y avait rien de manipulé à d'autres fins que celles du film. En fait, quand c'est pas cohérent, c'est abusé, en fait. Bah voilà. C'est ça. Je crois que c'est ça. On peut résumer ça comme ouais. ça. Ça nous mettait encore plus à l'époque devant des complications, des difficultés, parce qu'effectivement, ça passait pas mal par ça, quoi. Quand même la domination, la manipulation, toutes ces belles actrices dont on peut demander facilement, tu peux enlever ton t-shirt s'il te plaît, non, c'est juste pour des essais ou... En fait, les gens d'aujourd'hui, ils se rendent pas compte de l'époque qu'on a vécue, je crois, les années 80, où il y avait cette espèce de truc... C'était tellement... dans les mœurs. C'était dans les mœurs. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire on peut pas juger aujourd'hui une situation qui a eu lieu dans les années 80. C'est vrai. Même si la situation des années 80 était terrible, c'est en voyant le documentaire sur Brooke Shields où en fait ils expliquaient qu'il y a eu un tel choc pour les hommes avec les années 70, quand il y a eu le mouvement de libération des femmes, etc. C'était un tel choc pour les hommes de perdre le contrôle sur les femmes que quelque part ils se sont rabattus sur les jeunes filles. Parce qu'ils ne pouvaient plus contrôler les femmes, et ils se sont dit, au moins les jeunes filles, on va les contrôler. Et c'est toute l'époque où les mannequins sont passés de vraies femmes. Tu sais, à l'époque, les mannequins étaient très, très femmes. Et d'un coup, tu as les Brooke Shields, les Paulina, même les Cindy Crawford et tout ça. Elles ont 14, 15, 16 ans. Tu sais, je pense que ça a toujours un peu existé. Quand tu regardes, pas sur les jeunes filles. En fait, les jeunes filles, elles arrivent en 80. Judy Garland, on l'enfermait, elle ne pouvait pas sortir et jouer avec ses copains. On lui disait, mais pour jouer grosse. Des rôles de petites Oui, mais parce filles. qu'à l'époque, ils voulaient la garder petite fille le plus longtemps possible. Comme donc Shirley à 18 ans, il lui mettait encore des couettes et tout. La seule qui s'en est vraiment bien sortie, c'est Shirley Temple. Ah ouais? Qui est devenue sénatrice et tout. Alors elle, c'était businesswoman, boum boum. C'était la Terminator, la Schwarzenegger du cinéma de l'époque. Non, mais elle est. Alors, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais ses destins, mais même Marilyn, mais c'était carrément. C'était. Tu l'as vu le film Fallait Blonde? passer par là, ouais. T'as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai adoré. Les gens n'ont pas aimé. Mais c'était, attention, parce que c'était une adaptation du livre de Carol Joyce, Aude Carol, je ne l'ai jamais dans l'ordre, qui est une romancière américaine incroyable et qui a romancé la vie de Marilyn. Son livre s'appelle Blonde. C'est un pavé, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est romancé. Donc, tu peux te dire qu'il y a derrière ça son point de vue à elle. De tout ce que j'ai vu de Marilyn, et j'ai vu beaucoup de choses, de documentaires, j'ai vu tous ces films et tout, j'ai trouvé que c'est ce qui ressemblait le plus à ce que je comprenais pas d'elle, qui m'échappait, qui la rendait aussi fascinante et tout ça. Je trouve que ce roman, pour moi, c'est ce qui s'approchait le plus de ce qui était probablement la vie de Marilyn. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'Anna Karenine, ça a été un truc important pour toi, mais est-ce que je me trompe ou pas? Non, c'est vrai. Je sais pas pourquoi exactement. Moi non plus. Moi, ça a été important à lire. J'étais jeune et je l'ai lu et ça a changé ma vie. Ouais. Est-ce que tu te sens proche de ce personnage et qu'est-ce qui Complètement. Je disais tout le temps que c'était mon moi en négatif, quoi. C'est-à-dire, si j'avais vécu à son époque, j'aurais pu être Anna Karenine, quoi, je pense. T'aurais fait la même chose qu'elle? Ouais. Mais la société n'était pas la même à l'époque. En fait, elle quitte son mari pour rester avec son mari. Elle tombe amoureuse de ce officier. Sauf que toute la cour, toute sa famille, tout son mari la renie. Elle peut plus voir son fils, elle peut plus. Et puis tout le monde tourne le dos. Enfin bon, c'est vraiment le rôle dramatique par excellence. Ouais. Donc je pense que les actrices, elles sont un peu. Ma mère disait que tu avais été la meilleure Anna Karenine qu'elle avait jamais vue. Ah si. Bah ça me fait plaisir. Alors, merci, ouais, puis elle était pas tendre. Elle était pas tendre. C'est pour ça que. Tu t'étais bien entendue avec elle sur Je m'étais bien entendue. Moi, elle m'impressionnait. Je la trouvais tellement belle. Et avec un caractère, mais
incroyable, quoi. Parce qu'elle se laissait pas faire par Belmondo. Ah non, 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 mais pas du tout, même. Elle en imposait, quoi. Parce que moi, quand elle me racontait côté victime, comme si elle était un peu victime de tout ça. Bah, c'est-à-dire que c'était quand même un milieu assez macho, oui, hein, faut ça, pas se mentir. Alain Sartre, Jean-Paul Belmondo, c'était pas... Et Georges Lautner. Et Georges Lautner, pardon. Que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il a fait des films incroyables en son temps. Ouais. Franchement, quel metteur en scène magnifique. Et Jean-Paul, que j'aime par-dessus tout, parce qu'on s'est bien marré, mais on était dans un rapport copain, quoi, un peu voyou comme ça. Mais dès qu'il y avait des belles femmes et tout ça, ils étaient quand même un peu... Ils y allaient, quoi. Ouais. Je veux dire, ils se privaient pas de faire des commentaires voilà, un peu salaces et tout. Alors mais évidemment, c'était Marie, l'époque au en milieu même de temps. tout ça, c'était pas du tout la même chose. Ouais. C'est-à-dire, c'était, attention mon pote, c'est pas comme ça. Donc il y avait du respect, et en même temps, elle les agaçait un peu, parce que... Elle les jugeait beaucoup, ils devaient se sentir vachement jugés par elle, quoi. Peut-être, ouais. Est-ce que les gens te parlent beaucoup de LOL ? Ouais, on me parle de LOL, beaucoup. Et... Tu sais, ça fait partie de... Les gens me disent « Oh, on vous a adoré dans LOL, j'ai montré à ma fille, c'était super, et puis la boum, et puis tu sais, à chaque fois, ils me refont la boum LOL, la quoi. Petite brochette, voilà, des films. C'est quoi qui les parlent. rôles dont on te parle ? Les femmes viennent plus facilement me parler, parce que c'est elles qui transmettent le truc, hein, que ce soit la boum ou LOL, ou même d'autres films, hein, Anna Karenine et d'autres. C'est elles qui transmettent à leur descendance, en fait, ce qu'elles ont aimé, ce qui les a fait kiffer. Et ça ressemble à leur époque, ça ressemble à ce qu'elles étaient, elles, à cet âge-là. C'est toujours un truc générationnel. C'est pour ça que j'ai fait LOL. C'est parce que moi, j'ai montré la boum à ma fille qui avait 12 ans, 13 ans. Et donc, je regarde la boum et moi, je pense que je suis toi. Et puis elle voit Brigitte Fossé, elle me dit « Oh maman, c'est dingue comme tu lui ressembles !» Et là, j'ai compris que j'étais devenue Brigitte Fossé. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit « C'est fou, en fait, il n'y a rien qui s'est passé entre la boum et aujourd'hui, où moi, je suis devenue la maman de Vic. » C'est ça qui m'a incitée à écrire LOL, quoi. Et je ressens, une fois, c'était sur une rencontre, on était partis ensemble faire la tournée. Et il y avait les gens qui t'attendaient, j'avais l'impression qu'ils attendaient la Vierge, quoi. Parfois, les gens... Non, mais c'est vrai, je te jure, c'était incroyable. Non, mais toi, t'es obsédée avec la Vierge. Oui, je suis obsédée avec la Vierge, ça c'est vrai. Mais j'ai l'impression que tu représentes plus qu'une actrice. Avec toi, c'est comme si touchait au patrimoine, ou je sais pas. Ou... Non, mais il y a un côté comme ça. Est-ce que tu ressens ça ou... C'est-à-dire que ça fait quand même pas mal d'années qu'on grandit, on vit les mêmes choses, la même époque. Je suis toujours là, ils sont toujours là. Non, mais voilà, on s'accompagne, quoi. C'est comme croiser la personne que tu connais depuis toujours. Ah bah tiens, tu la croises, tu la connais depuis toujours, quoi. C'est vrai, un truc de lien. Les femmes, elles sont comme ça. C'est elles qui font le lien. Ouais. On est des druides. On n'a pas besoin de mode d'emploi, de bouquins et tout. On se passe le savoir par l'accompagnement, par être là tous les jours, par s'occuper on des raconte enfants, par leur faire à manger, pour s'occuper de la maison. Finalement, c'est dans ce temps-là que les choses se passent, que le savoir se passe. Par la parole, par le mot, par le modèle, par l'exemple. Voilà. Les papas, par essence, étaient à l'extérieur. Donc, on les idéalise, on les magnifie, mais il n'y a rien de vraiment concret. Moi, je suis toujours étonnée de voir mes enfants me sortir des trucs. Je sais que ça vient de l'exemple, de mon histoire, de ce que je leur ai inculqué de façon inconsciente, hein, comme ça, tous les jours. Ils font une réflexion, ils font un truc, je dis, oh, bah alors ça marche. Tu vois, ils s'en rappellent. Par mimétisme, beaucoup. On essaie d'éduquer les enfants, mais en fait, il suffit d'être, et puis eux, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Tu fais du tri, hein, tu prends pas tout, mais... Toi, t'es quelqu'un qui fait beaucoup de tri, contrairement à moi. Voilà, je me laisse un peu aller ces derniers temps. C'est vrai. Oh là là, il n'y a pas grand-chose qui traîne chez toi. Il y a beaucoup de choses quand même, je trouve. J'aime bien faire du tri. J'aime bien faire de l'ordre. J'ai besoin de faire de l'ordre dans ma tête, donc j'ai besoin de faire de l'ordre dans ma vie, quoi. Moi, je me laisse submerger par le désordre. Ça me tue d'ailleurs. Ça peut m'angoisser, mais complètement. Ouais, je sais. Les piles de trucs, ça peut totalement m'angoisser. Comme un livre que j'aime pas ou que je vais pas le garder. Hein. Tu trouves que tu as appris à te séparer des objets, des hommes, des enfants, tout ça. Moi, déjà, la séparation... La plus dure, c'est avec les enfants ? Non, c'est avec les parents. Oui, tu commences tu me par dis là. Ça donne envie de pleurer. Tout de suite. Ça commence par là. Hein. Avant d'avoir des enfants, on a des parents. Tu veux dire quand on part de chez eux ? Non, avant même quand on qu'ils sent meurent. qu'eux ne sont pas là ou qu'ils se séparent de nous. Ouais.
Moi, je l'ai vécu, ça. Ah bah moi, je l'ai tellement vécu Bah, petite que je m'en rappelle même pas. Donc pour moi, c'était normal que mes parents soient séparés de moi. C'est Voilà. marrant, peut-être que Donc, je viens de j'étais au comprendre courant, un si tu veux, truc. que ça existe, la séparation, tu vois. Et à partir de là, je pense que tu te Parce que toi, tu t'es blindes. séparé d'eux quand Non. C'est eux qui se sont Moi, séparés mes de parents toi. se sont séparés. Ah oui. Donc, mon père, il s'est cassé. C'était un peu compliqué, quoi. Et Ouais. c'est déjà une première séparation. Il y a des séparations tout le temps avec tes enfants. Quand Ouais. ils sortent de toi, Ouais, déjà. quand... voilà. Puis moi, j'en ai eu pas mal parce que... comme ils sont tous les deux polonais, américains, français, ils voyagent, ils partent à Noël pour voir leur père, ou l'été ils sont pas là. Mais ces séparations, ils ont 8 ans, ils partent 3 semaines. Avec le petit cordon plastique autour du cou, là, ça... J'ai un peu de mal avec la séparation, mais je les accepte pas trop longtemps. Je suis jamais partie longtemps quand mes enfants étaient petits, jamais. Je suis pas sûre qu'on y gagne tant que ça à autant travailler et à autant pas voir ses enfants, quoi. Oh bah, je suis d'accord. Moi, je Si suis c'est pas pour ne sûre que pas ce être soit là. une telle libération que ça. Si tu fais le choix de pas avoir d'enfants, super. Mais si tu fais le choix d'avoir des enfants et de voir aller travailler, Ouais. je trouve que c'est la pire déchirure, qu'on est tout le temps coupable, on n'a Mm. jamais l'impression qu'on est à la bonne Mm. place. Mm. Quand on est au boulot, on pense Mm. aux enfants. Quand on est aux enfants, on pense au boulot. Moi, j'aurais pas supporté ça. Moi non Et j'ai plus. pu choisir et j'ai pu toujours faire en sorte que si ça me demandait trop d'absence, trop de trucs, je faisais pas. Mais il y avait même pas l'ombre Ouais, toi- d'un dilemme, quoi. Comme ça va tellement vite en plus, parce que c'est génial un monde, parce que ça grandit vite, ça comprend, ça évolue super vite. Tu te dis, bah, il faut être là, quoi, pour lui expliquer, pour partager des choses. On apprend beaucoup de choses aux enfants, mais ils vous apprennent aussi beaucoup à vous reposer des questions simples, à vous intéresser à l'autre. Après, je te dis pas tous les jours, passer 4 heures au parc avec les mômes. Je l'ai fait, hein. Tu t'embêtes un peu, tu parles avec les mamans et tout, mais d'être là, quoi, d'être là, de les voir tous les jours évoluer, ouais, c'est super. Toi comme moi, on a ce rapport avec les enfants où en même temps on est copains avec leurs copains. Moi, j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait toujours des enfants à la maison. Je préfère qu'ils soient chez moi à faire des conneries qu'ailleurs, quoi. Ouais. Puis Moi, j'aime bien, puis ils sont sympas, ça fait du bien, ça nous fait du bien aussi, à nous les vieux. Ouais, mais ça maintient vachement Ouais. en connexion avec ce qui se passe aujourd'hui. Tu te fais du souci pour cette génération parce que eux, ils ont l'air d'être très soucieux. Il y en a plein qui font plus l'amour, il y en a plein qui ont peur que la planète va exploser. Bah, Il y en a attends, plein. on leur en a beaucoup mis dans la tête, là, quand même, avec tout ce qui se passe, tout le changement du monde, quoi, clairement, depuis... Mais le monde a toujours changé parce que quand Ouais, ils mais devaient là, partir à la waouh, guerre, c'est vitesse grand 14-18, V, quand même. etc. C'est vitesse grand V avec Internet, la vitesse à laquelle vont les choses. Tu penses que cette vitesse, elle est humaine? Parce que moi, je pense que la vitesse n'est pas humaine. On vit à une vitesse qui n'est pas notre vitesse. Non, Quoi. certainement pas. En même temps, on est très intelligent, donc on est capable quand même d'affronter tout ça. Mais à quel prix? De stress, de maladies, hein, qui viennent beaucoup du stress, je pense. Du manque de sommeil. Ouais. Je vais faire ma maman, là. Ce qu'on mange, ce qu'on respire, etc., etc. On aide beaucoup les vieux, on aide beaucoup moins les jeunes. C'est sur eux qu'il faut compter, c'est sur eux qu'il faut croire. Ça manque d'énergie et d'enthousiasme et d'entrepreneuriat. Mais tu penses pas que c'est parce qu'il y a trop de temps d'écran et pas assez avec une réalité justement dénuée de virtualité, dénuée Ouais, mais de... c'est par là qu'ils trouvent les nouveaux boulots aussi, les nouveaux trucs. Donc c'est Ouais, c'est une vrai. porte ouverte pour eux. On leur vend pas non plus le travail comme une valeur importante aussi. Il y a un grand désespoir du capitalisme qui rend C'est pas ça. les gens super heureux non plus. Et Quoi. qui se disent, Et on ils le savent. vit pas pour travailler, on a peut-être d'autres idéaux, etc., etc. C'est une révolution silencieuse et un peu déprimée, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'effraie beaucoup, c'est qu'ils ont 50% des jeunes aujourd'hui font plus l'amour. C'est le dernier, Ah bon c'est le dernier sondage IFOP. C'est que 50% des 18-25 ans font plus l'amour. Mais c'est incroyable, ça. Incroyable. Donc je pense qu'entre le porno qu'ils mangent depuis qu'ils ont 10 ans, Oh non, mais ça, c'est épouvantable. Non, Ouais. mais ils ont accès à tout ça, c'est pas ouais, ils possible, ont accès à tout ça. Et en même temps, les réseaux sociaux, les Tinder, les machins, et en même temps, là, un manque d'énergie vitale, quelque chose qui est de l'ordre du manque d'énergie vitale. C'est presque ce qui me fait le plus peur dans la jeunesse, Bah, au-delà c'est du... physique, encore une fois. Ouais. C'est Mais le parce physique que- qui trinque. Pourquoi? Parce qu'on est le cul assis sur une chaise à regarder son téléphone toute la journée.
Tu fabriques pas de sérotonine quand tu fais ça. Quand tu bouffes du gras, quand tu bouffes des chips, quand tu vois, tu fabriques pas d'hormones. On est des nomades quand même, on est des êtres qui sont faits pour bouger. Tu passes combien de temps sur ton téléphone? Pas beaucoup. Bah, plus que je ne pense, parce que c'est les coups de fil, c'est les machins. Non, mais hors coup de fil. Hors coup de fil, je rien. Je suis jamais sur les réseaux. Je regarde des talk shows, des choses comme ça, TED ou d'autres trucs, Vice ou je sais pas quoi. Il y en avait un que j'aimais bien, il s'appelait quelque chose Cannes, qui disait plutôt que de monter un plan économique sur l'argent et c'est pas les choses Idriss matérielles. Aberkane? Ça doit être ça. Ouais. Pourquoi on met pas ça sur le savoir? Pourquoi est-ce que le savoir sur la connaissance, sur la connaissance ne devient pas la monnaie d'échange et éduquons les gens. Et il a raison, et ça pourrait devenir une utopie, mais bon, là c'est mort parce qu'on est parti sur un modèle depuis toujours. C'est un modèle qui fabrique des consommateurs qui vont rester le cul sur leur chaise. Voilà, il y a des gens comme ça, tu vois, qui t'ouvrent des portes. Idriss, c'est un ami, si tu veux, je te le ferai rencontrer. Il est extraordinaire, j'ai fait beaucoup de choses avec lui et c'est vraiment quelqu'un que j'adore et qui nous montrait, il est drôle, il montrait l'école en 1900 et l'école en 2000 et en fait ça n'avait pas changé. C'est un des rares trucs qui n'a pas changé, toujours des mômes assis derrière une table. Alors que quand tu apprends en mouvement, justement ce que tu disais, l'être humain est fait pour être en mouvement, quand tu apprends en mouvement, tu apprends vraiment, quoi. Si tu apprends les prénoms d'une classe en jetant un ballon, ça va, les uns aux autres, ça va aller beaucoup plus vite que si tu essaies de mémoriser la liste des prénoms, par exemple. On est ancré dans des vieux trucs, on a du mal les changer, alors qu'il y a eu des expérimentations vachement intéressantes. Bien sûr. Où effectivement on fait beaucoup plus appel à l'autonomie, à l'intelligence des enfants. Et à l'empathie. Au Danemark, ils sont en train de... non, mais il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que l'éducation, c'est quand même pas mal. L'éducation, c'est par là que ça devrait démarrer, mais c'est vrai que moi, j'étais allée voir Blanquer à l'époque où il était ministre de l'Éducation, et je lui avais parlé des problèmes de garçons et filles, puisque moi, c'est toujours un sujet qui me passionne, les adolescents, entre 12 et 18 ans, les problèmes de harcèlement à l'école, de violence entre les garçons et les filles. Et il m'avait regardé, il m'avait dit « Oui, je sais, vous avez absolument raison, tout ce que vous dites est vrai, mais il faut 25 ans pour changer de navire, et c'est pas moi qui le ferai. » Et j'étais partie en pleurant de son bureau, vraiment, je pleurais définitivement. J'avais trouvé ça hyper triste. On est long à apprendre. C'est juste que ça, c'est pas une volonté, et je pense que c'est aussi une volonté de faire des consommateurs et pas des autonomes, quoi. C'est voilà, mais ça c'est mon petit côté rebelle. Belle et rebelle, mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Et est-ce qu'il y a un rôle que t'aimerais jouer, ou tu penses que t'as tout joué et ça y est? Non, j'ai pas tout joué. Ce serait quoi ton... J'ai rien joué. Bah non, t'as tout joué, arrête. Non, mais il y a tellement de rôles, il y a tellement de... Mais plein, il y en a plein. Non, mais imaginons, c'est moi et je le fais super bien, je fais un super bon film. Je sais pas, LOL 2 par exemple. Bah ouais, à tout hasard. LOL j'ai 2. sorti ça comme ça. LOL 2, de toute façon, voilà, moi je l'ai écrit, donc de toute façon tu l'as lu. Ah ouais. Mais oui. Et puis, on va le faire de toute façon, où là, il y a un rôle éventuellement de future grand-mère. Peut-être. Peut-être. Ça nous guette. Ça nous guette. Ouais. Moi, j'aimerais bien que ça me guette, mais ça me guette pas vraiment. C'est pas mes enfants n'ont pas l'air de se décider à faire des enfants. Je sais pas où en sont les tiens, mais non plus. Est-ce que tu ressens que cette période, on va dire 50-60, c'est une parenthèse un peu enchantée où on n'a plus forcément à s'occuper des enfants, où on n'a plus forcément grand-chose à foutre de ce que les gens pensent de nous et... Non, je crois pas. Moi, je crois qu'on est au contraire entre... Bon, pour ceux qui ont la chance toujours d'avoir leurs parents, mais les parents et les enfants grands qui partent pas et les vieux qui sont toujours là. C'est encore une fois une gymnastique d'araignée, quoi. Ouais. Il faut être un peu partout. Mais bon, c'est la vie. En même temps, la séparation, la déchirure, elle n'est pas vraiment nette, quoi. C'est-à-dire que... Tu veux dire quand les parents meurent ? Alors si, quand les parents meurent, voilà. Alors là, vraiment, il y a une page qui tourne. Même si moi, dans ma tête, c'est bizarre. Bon, ils sont plus là, clairement. Ils me manquent et tout ça. Mais c'est comme s'ils étaient encore un peu là, quoi. Je sais pas. En fait, c'est la relation. C'est ce que j'ai compris, en fait. Les gens meurent, mais pas la relation. Ouais. Elle peut pas s'éteindre comme ça. Elle peut pas s'éteindre, la relation. Et voilà, en fait, on a une relation à eux qui continue même s'ils sont plus là dans le physique. Et c'est pour ça, même la vie... tu continues à communiquer quelque part, à te dire, tiens, qu'est-ce que t'aurais pensé quoi de ça, enfin, ce genre de truc. Moi, j'ai senti comme une libération aussi, c'est-à-dire... Mais il y a des gens qui sont pas autonomes de leurs parents encore, hein. Ouais.
Je suis pas sûre d'avoir trouvé une grande libération ou quoi. Non. Mes parents n'ont jamais été une entrave pour moi. Et je les en remercie d'ailleurs, parce qu'ils ont pu m'agacer, on a pu ne pas être d'accord, se fâcher, etc., etc. Mais finalement, ils m'ont jamais empêché de faire ce que je voulais faire et ils m'ont pas empêché de vivre. Je sais pas comment dire. Et même maintenant, en mourant, ils m'empêchent pas de continuer. Je suis pas effondrée à me dire ah. Non, ils m'ont autorisé ça. Ils m'ont fait confiance probablement. Bah, ça veut dire presque ce qu'on a de plus beau à donner aux enfants, c'est la confiance. Ouais, ça c'est sûr. Je crois que c'est très important. Ouais. T'as fait attention à ça, toi? Tout le temps. Tout le temps, à moi aussi. Respect. Le respect, jamais d'humiliation ou de l'impression que la personne s'en prend directement. Non, c'est horrible ça. Ça, c'est horrible. Moi, j'ai vécu ça beaucoup avec ma mère et mon père d'ailleurs. C'est pour ça que je pense avoir été plus libérée que toi de leur mort, mais... Moi, ils m'encourageaient pas, il n'y avait pas de grands mots chez moi. Ouais. Il n'y avait pas c'est formidable, ce que tu fais, c'est top, rien à foutre. Enfin, Ils c'est pas t'ont rien jamais à dit... foutre, Est-ce mais... qu'ils t'ont jamais dit on est fiers de toi? Si, ils me l'ont dit une fois ou deux. Une fois? Ouais, si, je le savais. Mais c'était dans le non-dit, je sais pas comment dire. Dans ma famille, on faisait pas de compliments. On faisait pas de compliments. Est-ce que toi, tu fais des compliments? J'ai l'impression, oui. Ouais. Moi, souvent, ça. Souvent, je reçois des compliments de toi. J'adore faire des compliments. Ouais. Je trouve que ça fait du bien à tout le monde. Bah, je pense que c'est une des plus grosses thérapies qu'on peut faire sans faire de thérapie. C'est se forcer à faire des compliments. Il y a quelqu'un qui disait faites 3 compliments par jour. N'importe qui, le serveur. Ah bah merci. Moi, je me beaucoup. force pas. C'est-à-dire, quand je vois que quelqu'un, par exemple, a fait un petit effort pour être un peu joli, c'est génial de lui dire ah vous êtes trop mignonne aujourd'hui là, parce que son effort a été remarqué. Et je pense que quand tu encourages des efforts à la beauté, à la gentillesse et tout ça, bah ça donne envie de recommencer quoi. Bah c'est que comme ça qu'on peut changer le monde. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azuelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.